vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est vendredi, vous souhaite la bienvenue, on espère que vous avez bien passé une belle journée. C'est le week-end, peut-être pas pour certains, en tout cas pour Philippe David c'est le week-end. Ça va mon Philippe? Ça va très bien et vous ma chère Cécile? Oui, vous vous préparez à déménager Philippe? Quelque chose truc à porter, oui, mais le muscle est encore fort. Un lit à deux places? Oui, un lit à Il y a plein de choses à porter, pas que. Un lit à deux places et plus si affinité. C'est un modernisme que seul Philippe Bilger peut comprendre. Non, je parlais de lit à deux places plus une commode, des meubles. Non, je pensais que vous vouliez un lit à 3 places, 4 places, 5 places. Mais je commence à vous connaître avec Philippe Bilger et son regard concupissant. Non, mais il commence à nous connaître. Non mais je rêve. Je rêve. C'est lui qui fait des blagues en dessous de la ceinture toute la journée. Vous plaisantez. Mon Dieu, mais comment vous osez? Mais je n'ose pas, j'assume. Mais on vous dérange là peut-être, non? Vous ignorez nos profondeurs. Oui, ça y est, les affaires reprennent. Bienvenue à tous. On est ensemble jusqu'à 19h ce soir. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Le gouvernement Michel Barnier compte 4 ministres qui occupent des fonctions locales. La loi sur le non-cumul des mandats interdit aux parlementaires de cumuler donc leur mandat avec celui de ministre, mais ça ne s'applique pas aux fonctions exécutives locales. Toutefois, depuis le gouvernement Jospin en 1997, une pratique informelle s'est imposée. Les ministres étaient encouragés à démissionner de leurs mandats locaux pour se consacrer pleinement à leurs fonctions gouvernementales. Ce n'est donc pas une obligation légale, mais plutôt une tradition politique. Alors, parlons vrai. Est-ce que la fin du cumul des mandats était une bonne chose? Est-ce que vous comprenez qu'on puisse rester maire quand on est membre du gouvernement? Et à cette question, élu local et ministre, est-ce une nouvelle forme de cumul des mandats? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir et elle prendra le cumul des appels. Aude vous attend au 0826 300 300. Je crois que la cour d'école est là, c'est-à-dire que... Hein, allez, Henri Alfandaré sera avec nous, député Horizon d'Indre-et-Loire et auteur d'une proposition loi il y a quelques mois pour assouplir justement cette loi des non-cumuls des mandats. Et 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Israël annonce la mort du chef du Hamas dans l'une de ses frappes. C'est le début de la fin de la guerre de Gaza, selon le Premier ministre Netanyahou. Emmanuel Macron appelle donc à saisir l'occasion pour mettre fin au conflit. Alors parlons vrai, est-ce que la mort de Sinwar est un tournant dans le conflit ou est-elle juste anecdotique? Est-ce que la guerre ne se terminera que lorsque le Hamas et le Hezbollah auront été éradiqués? Est-ce que la mort de Sinwar annonce le début de la fin du conflit? Vous dites non à 83%, vous voulez réagir encore et toujours au 0826 300 300. On souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Alors ça ricane, on ne sait pas pourquoi ça ricane. Philippe Bilger est avec nous. Pourquoi ça ricane, Philippe Bilger? Ça ricane, en fait, je pensais à moi-même. J'ai tellement eu le cafard hier à 17h. Oui. Pendant ce Gauberger au salon de l'automobile. Je suis allé voir un grand film de Gilles Lelouch, L'amour ouf. Et alors, c'était bien? C'est bien. Vous aimeriez beaucoup, ma chère Cécile. C'est vrai. C'est une histoire de passion, une passion folle, sauf qu'elle se déroule dans une forme d'immoralité, ce qui est le contraire de votre caractère et bien sûr la personne avec qui vous vivez. Ah oui, bien sûr. Blanche Colombe. René Chiche est avec nous. Ça va, René? Ça va, je suis à côté de quelqu'un qui fait tout le temps. Donc je fais comme lui maintenant, voilà. Éric Revel fait ça tout le temps, ça fait 5 minutes. Et pourquoi il fait donc ça? Il m'a contaminé, donc voilà. Ça va. Des proches avec Thierry Leluron. Voilà, exactement. Exactement. Non, surtout parce que j'écoutais les vraies voix, je sais plus quand. Avant-hier, et j'ai entendu un fou rire de Philippe Bilger avec toute la maisonnée. C'était communicatif. Donc j'essaie de reprovoquer chez lui les mêmes genres de fou rire. Voilà. C'est bien parti. Mais je peux rire, mais je n'irai pas jusqu'au fou rire. Non, mais il est mignon quand il rit parce qu'il a une visage qui se contracte. Oui, mais je vais essayer, promis. Allez, je vais essayer. 0826 300 300 avec Béranger qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir Béranger. Bonsoir Béranger. Bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Comment ça va? Eh ben très bien, on essaie de bien aller malgré la météo extrêmement grisâtre pour tout le monde, mais bon, on en est tous au même point. Une pensée pour ceux qui sont sous les eaux dans le sud en particulier. Ouais. Eh ben j'allais le dire, un peu partout en France surtout aussi. Et votre coup de cœur, mon cher Béranger, l'engagement associatif des Français. Oui, c'était que dans cette simplement une note positive parce que dans cette actualité un petit peu morose de ces derniers jours, je remarque malgré tout que les Français continuent à s'engager. Alors
tant dans le milieu associatif à échelle locale, de ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, les assos sportifs, culturels, et aussi dans les associations de plus grande échelle qui demandent des dons, notamment pour lutter contre les maladies, ce genre de choses. Et c'est quand même positif parce que ça m'étonne, alors que les gens sont plutôt en difficulté financière et en souffrance par rapport à leur pouvoir d'achat notamment, de voir que malgré tout, voilà, on continue à avoir la pêche et la banane, pour prendre des images fruitières, de s'engager dans ces associations. Vous avez faim ou quoi, Bérangère? Non, mais ça fait du bien parce que il nous met ça en pleine poire et ça fait du bien. Ouais, mais surtout la solidarité là. C'est vrai qu'avec les inondations, on a vu des élans de solidarité. Philippe Bilger, incroyable. Ce que vient de dire Béranger est très juste et je le dis d'autant plus que il compense probablement la générosité que je n'ai pas. Ouais. Ah bon? Je ne suis pas un fanat de l'associatif et ensuite peut-être je ne suis pas assez généreux. Oui. Ah bon, d'accord. Contrairement à Philippe David qui donne uniquement des subventions aux associations libertines. Merci. Il n'y a pas d'association loi de 1901 dans ce domaine. N'importe quoi. Moi, j'ai envie de dire que Philippe David, il a le dos large quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Mais on vous kiffe. Merci. Béranger, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. De quoi parle-t-on? Alors, on parle d'une phrase que je trouve très juste de la sœur de Samuel Paty. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec aujourd'hui, j'ai même pas fini mon mot que j'en entamais déjà un autre. Avec aujourd'hui autour de cette table, Philippe David, bien entendu. C'est exactement. Avec Eric Revel, avec René. Bonjour. Chiche. Ça va René? CHI, CHE. Et non pas CHI, CHI. Attention. Oh là là. Merci Maxime. Le niveau. Une semaine pour la préparer celle-là, une semaine. Le niveau CM2. Remarquez, il se moque de lui-même, donc on peut. Bah oui, c'est bien. Philippe Bilger vous êtes généreux. est avec nous. Et les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. C'est le seul qui est raisonnable aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. Bonsoir Félix. De quoi parle-t-on? On va parler de l'état de catastrophe naturelle qui va être déclenché pour les communes sinistrées dans le centre-est après les crues. On va parler aussi de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui met sa démission dans la balance si elle n'obtient pas davantage de budget. Et puis de Macron qui ne veut pas de journalistes ventriloques, qui s'en prend au ministre trop bavard sur ce qu'il dit pendant le Conseil des ministres. En 3 mots, ça donne catastrophe, démission et ventriloque. Allez, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur des mots forts de la sœur de Samuel Paty que vous voulez faire votre réquisitoire, monsieur le procureur. Elle a dit en effet que on ne fera pas triompher nos idéaux avec des ours en peluche et des « vous n'aurez pas ma haine ». Ça peut dépasser très largement la terrible tragédie qui a frappé la famille Paty. Mais elle met en évidence le fait qu'on ne peut pas opposer aux défis mortels qui frappent la France trop régulièrement des petites mièvreries qui n'ont aucun sens. À la rigueur, si ces mots, ours en peluche, objet, vous n'aurez pas ma haine, étaient suivis, accompagnés par une action résolue, ils ne seraient pas grotesques. Mais trop souvent, ils sont tout seuls et n'ont rigoureusement aucune incidence sur la dangerosité. Ouais. Éric Revel. Oui, moi je partage le point de vue du procureur Bilger, devant moi, en forme, qui là pour le coup ne rit pas, très sérieux. C'est ça, le sujet est sérieux. Les marches blanches, les oursons, les bougies allumées, quand on a des actes terroristes d'une telle abjection, la décapitation de Samuel Paty, Philippe Bilger citait cette phrase, mais dans son témoignage, il y a des choses absolument bouleversantes. Quand elle va reconnaître le corps de son frère à l'institut médico-légal et que en fait elle est dans le déni parce que elle voit que le drap est remonté jusqu'au niveau du menton pour pas qu'on s'aperçoive à ce moment-là qu'il a été décapité. Alors si vous voulez, les oursons, les chandelles allumées et les marches blanches, en fait, c'est peut-être utile à la famille, je n'en sais rien, mais ça ne résout pas notre problème. La France est dans une terroriste islamiste
qu'il faut combattre et pas avec des oursons. On préférerait peut-être les phrases de Churchill, nous irons jusqu'au bout, nous nous battrons en France, sur les mers, les océans, partout. Oui. Je fais pas la phrase en entier, mais on préférerait ça, vous n'aurez pas d'accord avec Eric et Philippe, là, c'est vrai. C'est vrai que son témoignage, en plus, était extrêmement fort, extrêmement émouvant. Et c'est vrai que ce genre de manifestation, entre guillemets, avec des slogans un petit peu vaseux, etc., alors qu'on vit quand même dans un climat extrêmement préoccupant, ne sert strictement à rien. Il faut vraiment quand même des actes plutôt que des paroles ou des slogans qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas d'intérêt en fait. Et moi je suis assez émue de la dignité des parents ces derniers temps. Entre la petite Lina, entre la petite Philippine et choses comme ça, je trouve que la dignité des parents est extraordinaire. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont catastrophe, démission et ventriloque. La bataille des pelleteuses contre les débris et la boue après les crues torrentielles à l'état de catastrophe naturelle va être déclenchée pour les communes les plus touchées, annonce le Premier ministre Michel Barnier. Pendant ce temps, la ministre de la Transition écologique estime disposer d'un budget très insuffisant. Agnès Pannier-Runacher n'exclut pas de mettre sa démission dans la balance. Quant à Emmanuel Macron, lui se plaint des ministres qui répètent ses propos, des journalistes ventriloques qui les déforment. Le journalisme ne saurait être une prérogative présidentielle, lui répond une association de journalistes. Les vraies voix Sud Radio. L'eau s'est retirée à Annonay en Ardèche, comme dans la plupart des communes touchées par les crues torrentielles dans le centre et le sud-est de la France. Après la décrue, place à la boue, aux débris, au balai des pelleteuses pour nettoyer. Le Premier ministre Michel Barnier a annoncé le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle pour les communes les plus touchées. On n'a pas connu de mémoire d'hommes et de services ici un épisode Sevenol d'une telle violence depuis 40 ans. Et le ministre Bruno Retailleau actionnera le processus de catastrophe naturelle pour que dans les communes concernées par cet épisode Sevenol, la loi sur les catastrophes naturelles puisse être actionnée et l'indemnisation puisse être mise en œuvre pour les personnes touchées. On doit se préparer avec le changement climatique à faire face à des risques et à des catastrophes dans tous les domaines de plus en plus souvent. Le Premier ministre Michel Barnier tout à l'heure. En tout cas, la vigilance rouge a été levée dans tous les départements aujourd'hui. Il a raison, il va falloir qu'on s'habitue et qu'on se mette en ordre de marche surtout. Bien sûr. Éric Revel, terrifiant ces images. Ah bah oui, terrifiant, spectaculaire. Vous avez vu les témoignages, l'eau est montée en quelques minutes, parfois en portant tout sur son passage. Vous avez des endroits où c'est arrivé 2-3 fois dans l'année déjà. Et certains endroits où les assurances ne veulent plus assurer maintenant. Voilà, ne veulent plus assurer. Il y a des mises en péril de bâtiments, il y a... Bon, tout ça est quand même assez angoissant parce que la montée des eaux, on peut pas grand-chose, c'est comme le feu. Le feu, on l'arrête plus facilement que l'eau. Oui, enfin, vous vous souvenez, il y a 3-4 ans, l'été, où ça a brûlé un peu partout en France. Là, maintenant, on est passé aux inondations qui balaient tout sur leur passage. Et à un degré moindre que dans les régions. Vous avez vu à Paris que même Paris est touché. Vous avez qu'hier, il y a eu un arbre carrément avec les intempéries, etc., qui est tombé. Mais j'ai vu des images de Paris avec des inondés. Il y a eu un homme avec 2 enfants. L'île de France a été largement touchée. Oui, aussi, bien sûr. Mais là, même à Paris, ça commence à être touché. Et puis, le deuxième mot, démission. Agnès Pannier-Runacher estime disposer d'un budget très insuffisant pour la transition écologique. Oui, un peu comme l'avait fait finalement Didier Migaud pour la justice avant elle. La ministre de la Transition écologique le dit chez nos confrères de BFM. Elle ne va pas rester au gouvernement si son ministère reste aussi mal doté que le prévoit le budget 2025. Agnès Pannier-Runacher le dit avec d'autant plus de vigueur, donc au lendemain de cet épisode météo extrême. Il faut un budget qui soit à la hauteur de la situation et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous le dis très clairement et j'attends de la représentation nationale de se saisir de ce sujet. Je ne sais pas s'il faut encore attendre des drames pour comprendre que c'est une absolue nécessité d'investir dans l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, en matière budgétaire, sur l'adaptation au changement climatique et sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le compte n'y est pas. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Moi, je veux surtout travailler à avoir les moyens de mon action. En tout cas, je vais me battre pour ça. Et si je ne les ai pas, j'en tirerai les conclusions. Mais aujourd'hui, on est sur l'action. Agnès Pannier-Runacher ce matin avant son départ donc pour ces zones sinistrées dans le centre et le sud-est. Philippe Bilger. Elle ne cesse de râler, mais là, elle a sans doute raison. Elle est contre la future loi immigration. Là, je pense qu'elle a raison.
Ça va devenir un peu un réflexe. Excusez-moi, elle est ministre depuis des années, elle a validé tous les traités de libre-échange qui rejettent le plus de CO2 sur la planète. Alors est-ce que c'est cohérent, Éric Revel ? Bah non, ça n'allait pas. Voilà. Moi j'ai en tête, c'était Chevènement qui disait à un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Bon, alors je vais pas être aussi grossier à l'endroit de Madame Pannier-Runacher ni de Monsieur Migaud, mais enfin quand même, c'est quoi ces ministres qui arrivent, ils savent très bien que. Retenez-moi où je fais un malheur. Mais non, mais attendez, on cherche 60 milliards d'euros, voilà. Alors je dis pas qu'il faut. En plus, sur Migaud, attention, il a pas les 500 millions qu'il a, mais il a quand même une augmentation de 100 millions. Oui. Bon, alors c'est peut-être pas ce qu'avait négocié Dupond-Moretti, mais franchement, attendez, tous ces ministres qui vous font retenez-moi où je fais un malheur, mais attendez, mais qu'ils aillent faire autre chose. Allez, et c'est ubuesque. Madame Pannier-Runacher, chiche. C'est ubuesque. Et en plus, et d'ailleurs, si on remarque bien, les deux ministres qui mettent leur démission en jeu, ce sont deux ministres quand même de gauche. Migaud est de gauche. Pannier-Runacher, et non pas Pannier-Nulacher. Pannier-Runacher. Voilà. Runacher. Écoutez, hein. Non, mais c'est vrai, ce sont deux ministres de gauche, comme par hasard. Dans un gouvernement plutôt de droite, dirigé par un homme de droite. On ne se moque pas bizarre. Allez, le troisième mot, ventriloque. Emmanuel Macron n'est pas content après. Mais c'est pas grave, après ses propos rapportés, et il l'a fait savoir. Il n'est pas content du tout, Emmanuel Macron. La controverse était devenue internationale après ses propos rapportés en Conseil des ministres quant à Israël, qui serait né d'une résolution de l'ONU. Le président a donc hier commencé sa conférence de presse par ce propos liminaire et cette colère froide, appelant la presse à s'en tenir au compte rendu officiel du Conseil des ministres et au point presse de la porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron. Je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve au fond d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Et oui, même les ministres. Alors, je vous donne quand même la réaction de l'association de la presse présidentielle parce que c'est intéressant. Il y a eu ce communiqué. Le président met ici, dit-elle, gravement en cause la déontologie de la presse qui enquête et recoupe ses sources avec rigueur. La presse présidentielle qui rajoute: notre travail ne peut se résumer à reprendre les déclarations officielles. La définition du journalisme ne saurait être une prérogative présidentielle. Voilà pour le communiqué. C'est plutôt le délitement de la parole présidentielle. Moi, je suis frappé par le manque de classe absolu de ce président qui a dit probablement une phrase ensuite très largement contestée sur Israël et l'ONU et qui n'a même pas le courage d'assumer son propos, qui reproche à quelques ministres de l'avoir mal compris et de l'avoir diffusé. C'est une petitesse absolue. Éric Revel. Oui, c'est même un désastre, pardonnez-moi, parce que deux choses l'une, ou bien la phrase, et le président le dit, elle est très grave, puisqu'elle engage la France, c'est ce qu'il dit à la fin de la conférence de presse. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a attendu 4 jours avant de réagir ? L'Élysée aurait pu pondre un communiqué en disant les propos que certains diffusent du président ou auraient été entendus au Conseil des ministres sont faux et point. Non. Bon, il y a d'abord ça, puis alors attendez, moi je disais un papier dans le Figaro, là ça va sans doute rebondir, la polémique aussi, parce que dans cette conférence de presse à Bruxelles, quand il essaie de se justifier en incriminant les ministres de Michel Barnier et la presse, il dit aussi que la France a immédiatement reconnu Israël comme État en 1948. Le papier du Figaro nous montre que pas du tout. Il s'est également trompé. C'est une autre erreur historique, puisque la France n'a reconnu Israël qu'en 1949, en janvier, c'est-à-dire après l'URSS, après les États-Unis, c'est-à-dire presque 9 mois après la création d'Israël. Donc dire que, pardon, Monsieur le Président, mais alors là, pour le coup, je sais pas, il faut absolument revoir vos notes, mais pour le coup, vous êtes également encore planté. Alors là, c'est lui qui l'a dit. Il dira pas qu'on a rapporté des propos qui sont faux. Alors vous allez me dire c'est un petit détail, mais quand on veut des leçons, il faut être certain d'être professeur. Absolument. Ça c'est dit. René Chiche, très court. Non, très court. Moi j'ai l'impression qu'on a juste l'impression qu'on a un président maintenant qui perd un peu les pédales et qui perd son sang-froid. Moi c'est l'impression que j'ai depuis plusieurs mois maintenant.
Et qui est seul surtout peut-être. Allez, les amis, on voulait vous revenir sur ce jeu de l'antenne, puisque vous avez été extrêmement nombreux à participer à notre jeu pour tenter de gagner une rencontre inoubliable avec Antoine Dupont à Toulouse, et la possibilité d'y aller surtout accompagné avec une personne de votre choix, avec un maillot dédicacé. Nous avons les noms des gagnants. Eh bien, aux alentours de 18h, on va vous donner les noms. Vous ne savez pas qui a gagné, nous on le sait pour l'instant. Donc soyez présents à 18h et peut-être qu'on prendra l'un de vous ou l'une de vous en ligne. En attendant, félicitations à tous les gagnants. Et dans un instant, on revient sur ce grand débat du jour avec ce retour sur un gouvernement qui bouscule un petit peu ses habitudes. 4 ministres, un pied dans la mairie, un pied dans un ministère. Est-ce possible à gérer? En tout cas, est-ce que ces deux rôles peuvent fonctionner correctement? Alors parlons vrai. Est-ce que la fin du cumul des mandats était une bonne chose? Est-ce que vous comprenez qu'on puisse rester maire quand on est membre du gouvernement? Élu local et ministre, est-ce une nouvelle forme de cumul des mandats? Vous dites oui à 87%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et Henri Alfandare est avec nous, député Horizon d'Indre-et-Loire et auteur justement d'une proposition de loi il y a quelques mois pour assouplir cette loi de non-cumul. Monsieur le député, est-ce que finalement le cumul des mandats permettrait d'avoir peut-être des députés plus connectés au terrain? Oui, certainement. Oui. Le cumul, ça permet d'être en connexion avec le terrain et avec les habitants. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez participer à ce débat magique? En tout cas, on espère. C'est dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et il y a du talent aujourd'hui dans les vraies voix. Philippe David. Merci. Commencer par lui. Bah oui, pourquoi pas. Mais j'ai été tellement surpris qu'elle dise du bien de moi. Alors que vous avez commencé par Philippe, je pensais que c'était Philippe Revel. Très impartial dans tous les exercices qui sont liés aux vraies voix. Il faut reconnaître les talents des uns et des autres. Ouais. Vous avez raison. Après, il ne faut pas descendre plus bas, parce que là, c'est là que ça se gâte. Avec autour de nous, Philippe Bilger, René Chiche, gros talent. Revel, gros talent, René Chiche. Et pas ça que gros. Et pas. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Non mais. Ça que gros. Mais il faut toujours qu'il y ait une nuance. Mais il n'y a aucune nuance, c'est vous qui avez l'esprit mal placé, madame. Excusez-moi. C'est énorme. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Mais mon Dieu. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le cumul des mandats ne permet pas aux élus d'exercer au mieux chacun de leurs mandats. Cette proposition découle d'un constat que nous faisons tous et qui doit nous alarmer, la remise en cause de notre système de représentation de notre démocratie. Permettre aux parlementaires de cumuler avec un mandat d'adjoint au maire ou un mandat de vice-président d'une collectivité territoriale. 73% des Français estiment que le non-cumul des mandats est une bonne chose parce que les députés, je cite, peuvent ainsi se concentrer sur leur mandat national. Commençons à travailler à la première seconde jusqu'à la dernière. Et la démocratie, c'est mettre un terme à toutes les bonnes choses. Le gouvernement Barnier contre 4 ministres, dont 3 sont maires et un président de département. La loi sur le non-cumul vise les mandats de députés et de sénateurs, pas celle de la fonction de ministre, mais la pratique s'est imposée depuis le gouvernement Jospin. Les maires démissionnaient quand ils devenaient ministres. Alors parlons vrai, est-ce que garder un ancrage local vous semble une bonne chose pour un membre du gouvernement? Est-ce que le non-cumul n'est pas un faux nez, puisque certains restent conseillers municipaux et nomment un homme ou une femme de paille à leur place? Et à cette question, élu local et ministre, est-ce une nouvelle forme de cumul des mandats? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Les vraies voix et autres attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Henri Alfandare, qui est député Horizon d'Indre-et-Loire et qui a porté cette proposition de loi il y a quelques mois pour assouplir donc la loi sur le non-cumul des mandats concernant les parlementaires. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le député. Philippe Bilger. Bonsoir. Alors, chers amis, je ne discuterai pas du cumul des mandats en général. Mais en revanche, sur la question posée par Sud Radio, je crois qu'il serait raisonnable, en effet, de considérer que le cumul d'une fonction ministérielle avec celle d'élu local est très intéressante sur le plan de la perception de la réalité française. Même s'il y a des ministres parfaitement connectés, il est évident que
la plupart du temps, si on leur permet en même temps d'avoir un mandat d'élu local, c'est une double possibilité qui leur est offerte de connaître la France dans son processus politique et officiel et dans ses profondeurs, dans les régions, dans les territoires, comme on dit aujourd'hui. Oui, alors moi je suis d'accord avec Philippe, moi je suis tout à fait pour le cumul. Là c'est pas des mandats en fait, hein. Si vous faites ministre et élu, c'est... Quand vous êtes ministre, c'est une fonction et pas un mandat. C'est pas un mandat, hein, déjà. Donc c'est une fonction. On peut être ministre en 2 mois et arrêter. Voilà, exactement. Donc, mais je suis tout à fait pour. Moi, au contraire, je trouve que c'est même un plus pour la démocratie. On a souvent reproché aux ministres, souvent d'ailleurs depuis les gouvernements Macron depuis 2017, d'être déconnectés justement, d'être complètement hors sol. Mais en fait, je trouve que c'est extrêmement important pour un ministre d'être maire, président d'un conseil départemental, pourquoi pas. Alors après, on va dire, est-ce qu'ils peuvent faire les en même temps? Oui, c'est une question d'organisation. Par exemple, un maire d'une commune même moyenne. Alors peut-être c'est vrai que par exemple, ça dépend lequel. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Par exemple, être maire, par exemple, de Lyon et en même temps ministre de l'Intérieur, c'est un peu compliqué, vous voyez. On a bien connu quelqu'un qui était Premier ministre et maire de Paris, Jacques Chirac. Hein, mais c'était une autre. Oui, justement, c'était une autre époque. C'est une autre époque. Mais je trouve que c'est très très important pour la démocratie aujourd'hui d'avoir un ministre ancré dans la vie locale. Éric Revel. Écoutez, oui, moi je suis assez pour le cumul des mandats. Bon, je partage, pour les sénateurs aussi d'ailleurs. Sénateur-maire, ça avait de la gueule. Même si les sénateurs sont plus enclins à connaître la réalité de leur territoire, parfois, mais notre ami député va sans doute me démentir, hein, que certains députés. Après, le problème du cumul des mandats, c'est si vous le supprimez, ce qui a été fait, vous le supprimez pour tout le monde. Voilà. Si vous le rétablissez, vous ne pouvez pas le rétablir pour les communes de moins de, je dis n'importe quoi, 6 000, 30 000, 22 000 et demi, c'est pas possible. Voilà. Mais je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a un divorce fort aussi entre la politique, disons, nationale et la politique locale, parce que les Français ont l'impression que leurs députés, ils ne le voient pas assez souvent, ils ne cumulent pas une fonction de maire, et tout ça, ça entraîne, me semble-t-il, une sorte de divorce entre la classe politique en général et les Français. Monsieur le député, qu'est-ce que finalement on reprochait à ce cumul des mandats ? Je pense qu'on a surtout souvent tendance à mettre des sujets dans l'air en disant que c'est les Français qui le veulent, et à force de les mettre en boucle, les gens finissent par répéter le mot. Par exemple, on va avoir le sujet sur la proportionnelle. Est-ce que réellement les Français veulent la proportionnelle, ou est-ce qu'ils veulent que l'Assemblée fonctionne et que les politiques fassent leur travail de négociation et de compromis dans le cadre d'une démocratie? Je suis pas sûr que la question soit réellement la proportionnelle, et c'était pareil pour le cumul. Après, ce que vous venez de dire, il y a quand même une différence entre être ministre et être parlementaire. Quand vous avez des fonctions exécutives, vous êtes opérationnel. Ça veut dire que vous agissez directement dans l'exercice et l'administration des politiques publiques. Il peut quand même sembler surprenant qu'on ait interdit d'un côté un cumul qui avait du sens, qui était celui d'être sénateur-maire ou député-maire, c'est-à-dire d'avoir les pieds dans le terrain et la tête à Paris, et donc de se confronter à des réalités, à des applications, et derrière de faire la loi. Et en revanche, de laisser faire le cumul de 2 fonctions exécutives qui sont extrêmement chronophages. Voilà. Donc, il y a des choses qui étaient acceptées dans la société. Vous l'avez dit pour Jacques Chirac, il y a plus d'une 50aine d'années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile à comprendre. En revanche, dans le cadre de la Ve République, la suppression de la possibilité du cumul du mandat de maire avec celui de parlementaire est, je pense, une erreur. Ça réagit au 0826 300 300. Tiens, déjà, notre auditeur du jour, Béranger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes de Dordogne, territoire rural? Est-ce que c'est bien le cumul des mandats ou pas? Moi, je suis encore étonné. Je vais être un petit peu à rebrousse-poil de l'ensemble de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Peut-être parce que j'ai jamais été un professionnel ou proche des professionnels de la politique, mais je suis étonné qu'on se pose cette question encore en 2024, quand on a vu l'inefficacité des politiciens, dont la plupart sont des professionnels de la politique. On se pose encore la question de savoir s'ils peuvent cumuler un mandat local et éventuellement de député. Moi, je
excuse, hein, mais ce qui m'intéresse au bout du compte, c'est comment on gère l'argent public, comment on s'occupe du pays, est-ce que ça avance correctement, est-ce que ça n'avance pas correctement. Et à toutes ces questions, malheureusement, je peux répondre que non. Sur ces 10 dernières années, où on peut remonter au début des années 2000, parce que la dette publique, l'état des hôpitaux, l'état de l'école, de l'enseignement est dans une situation absolument catastrophique, et des élus, dont c'est le métier, qui font carrière pendant 40, 50 ans, payés avec l'argent public, se posent la question en 2024 de savoir s'il faut être à la fois maire et député. Enfin, moi, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais j'ai l'impression en tout cas de ne pas vivre dans le même pays qu'eux. Après, on a eu des députés qui n'y connaissaient rien non plus aux institutions et qui devenaient députés. Donc ce qui va dans un sens va aussi dans l'autre, hein, Béranger. Allez, 0800. Oui, vous vouliez réagir, Béranger? Oui, je voulais réagir dans le sens où je comprends la critique que vient de faire votre auditeur, mais la réalité, c'est qu'il y a eu la fin du cumul. C'est justement plus des professionnels et on a vu le résultat des amateurs. Donc on voyait que le problème, c'était pas ça. Le problème, c'est la diversité des profils dans le monde politique. Le problème, c'est d'avoir que des gens qui, souvent, ne viennent que d'un secteur, assez peu du secteur privé, assez peu du monde de l'entreprise. Et notre problème, il serait plutôt de comment on attire une multiplicité de profils qui renforce la qualité des débats et la réflexion et les politiques publiques. Philippe Bilger. Monsieur le député, je vous ai entendu, si j'ai bien saisi votre pensée, être assez critique à l'égard de la proportionnelle. Et pourtant, est-ce que la proportionnelle ne pousserait pas jusqu'au bout ce que j'ai cru comprendre, votre volonté de favoriser le cumul entre le ministre et l'élu local? Alors, réellement, je ne souhaite pas de cumul entre le ministre et l'exécutif local. Mais la proportionnelle, elle peut s'imaginer dans un autre système. Maintenant, je rappelle que la proportionnelle, c'est un mal français. Depuis la Constitution de la République, on a touché un nombre infini de fois le mode de scrutin, et que la seule vraie question, c'est la question du bon gouvernement. Et que pour avoir un bon gouvernement, il faut aussi avoir une majorité pour l'exercer. Et que la 5e, à travers le suffrage majoritaire, avait permis ça. Alors aujourd'hui, on a la démonstration absolument inverse avec le résultat des élections, puisqu'on a une chambre qui est en fait une chambre qui a comme une représentation proportionnelle. Et je pense que vous allez voir que ça va avoir du mal à fonctionner, parce que les gens qui y sont n'ont pas la culture de la négociation et du dialogue. Et c'est plutôt un problème culturel qu'un problème scrutin. Le sujet fait beaucoup réagir. Thibaut des Yvelines, bonsoir Thibaut. Oui, bonsoir. Bonsoir Thibaut. Les vraies voix vous écoutent, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Oui, je me permettais d'intervenir parce que je m'intéresse à la politique locale depuis plus de 30 ans. J'habite une commune dans les Yvelines, à Verneuil-sur-Seine. Et donc, moi, j'ai connu les députés maires. Et je trouve que, à l'heure actuelle, pour des projets de loi, je pense qu'un maire est déjà très proche de ses citoyens. Il est impuissant. Déjà, ils ont des salaires selon les collectivités locales qui ne sont pas maires au bilan, donc ils sont obligés de travailler. Misérables, vous pouvez dire. Misérable, oui. H24 pour 600 €, hein, je vous rappelle. Et ils ont des responsabilités monstrueuses qui peuvent leur retomber dessus. Et donc, je pense que être député maire, c'est beaucoup plus proche pour pouvoir passer des projets de loi en étant sur le terrain, parce qu'ils ont leurs citoyens dans les communes qui leur remontent beaucoup d'informations, mais eux, ils sont impuissants. Et ça se passait très bien à l'époque là-dessus, parce qu'au moins, ils étaient sur le terrain. C'est comme dans une entreprise. Quand vous êtes sur le terrain, vous savez ce qui se passe au sein de votre entreprise. Et ben, c'est pareil quand on est maire. Et je pense que Hollande a fait une connerie d'avoir supprimé, ce que par démagogie encore, d'avoir supprimé pour avoir de l'électorat ce projet de cumul de mandats. C'est vrai qu'Éric Rebelle, on a toujours tendance à pas. En tout cas, on entendait profiteur en fait. Profiteur, oui. Cumul des mandats, profiteur sur l'argent, sur le machin. Oui, il y a un peu de ça. Il y a aussi dans l'inconscient peut-être collectif l'idée est-ce qu'on peut faire autant de choses à la fois? Est-ce qu'on peut être à la fois au Palais Bourbon et dans sa commune? Est-ce qu'on peut être
au Sénat et dans sa commune, c'était le cas avant. Mais je voulais juste faire remarquer quelque chose à monsieur le député qui tout à l'heure disait montrer du doigt les amateurs qui parfois évidemment n'ont pas la compétence des professionnels en politique. Mais vous savez, on a un président de la République qui a conceptualisé l'amateurisme, qui avait même dit à ses troupes députés, je ne sais pas si vous en faisiez partie à ce moment-là, monsieur le député, qu'il fallait être fier d'être amateur, vous voyez. Donc il faut voilà, on a vu c'est pas une polémique que je remets, mais si vous voulez, quand on entend un président de la République qui explique qu'il faut à des députés lors d'une réunion, je crois que c'était à Matignon à l'époque de Jean Castex, que ces députés doivent être fiers d'être des amateurs, vous voyez, c'est un peu dans le débat en ce moment, c'est-à-dire qu'on peut être député amateur et puis pas être attaché à une commune, et là on se demande à quoi le député sert. Mais... oui, et effectivement c'est bien ce à quoi je fais référence, qui est que c'est pour ça que je pense qu'il faut une diversité de profils. Dire que tout le monde doit cumuler, certainement pas, mais dire que personne ne le peut, c'est... Parce que la réalité, quand on fait les lois, vous avez votre précédent auditeur qui parlait de l'utilisation de l'argent public, quand vous ne connaissez pas la structuration des collectivités, de l'ensemble des normes, des documents d'orientation qui régissent le droit de l'urbanisme, entre autres, et bien quand vous faites les lois, vous rajoutez tout un tas de lourdeurs qui coûtent une fortune au pays. Oui. On vous a René Chiche. Oui, en plus, moi, dans cette histoire de cumul des mandats, on dit que lorsqu'on est député maire, on est encore plus proche des gens, de l'électorat. Mais quand on est député, on est quand même sur le terrain tout le temps. On est en contact avec les gens. Donc, j'arrive pas à comprendre vraiment en quoi le fait d'être simplement député serait une déconnexion avec la vie locale, la vie de la circonscription. Parce que le maire est aux affaires, parce qu'il prend des décisions, parce que c'est lui qui un député, il est là, il doit aller aussi. Un député, il laboure le terrain, comme on dit. Il a même ses rendez-vous. Il a des permanences. Il n'est pas toute la journée sur le terrain comme le maire. Non, mais il y a des maires qui sont pas non plus tout le temps, tous les jours. Attention, Cécile. Non, mais moi je ne fais pas de généralité ni dans un sens ni dans l'autre. Non, mais moi je connais quelques députés qui reçoivent dans leur circonscription déjà, dans leur permanence. Le vendredi, le samedi. Ils partagent leur vie entre Paris et la circonscription. Donc ils sont quand même proches des gens. On n'est pas obligé d'être absolument maire ou élu local alors quand on est député pour pouvoir dire on est proche des gens. Je sais pas si monsieur le député vous pouvez pas prendre de décision sur le terrain. Pardon, j'ai pas entendu. Monsieur le député. Ne faisons pas de procès d'intention aux gens. La plupart bossent et sont présents sur le terrain. Oui, bien sûr. Maintenant, la réalité, elle est assez simple. C'est que par exemple, quand j'étais maire, les gens ne me disaient pas la même chose que ce qu'ils me disent aujourd'hui en tant que député. C'est pas la même intimité, c'est pas le même type de confiance. Et puis par ailleurs, on en revient à l'exercice d'une fonction opérationnelle. Ce n'est pas une fonction d'assemblée. Et quand on est confronté à des problématiques de mise en œuvre, on voit les choses différemment. Et l'exercice d'un mandat local permettait cette vision-là. Aujourd'hui, les députés, une partie d'entre eux ne l'ont plus parce qu'ils n'exerçaient pas ce type de mandat ou ne l'ont pas exercé. D'ailleurs, ceux qui l'ont exercé, l'avoir exercé il y a 20 ans, c'est pas l'exercer aujourd'hui. Et donc, si on veut qu'il y ait une assemblée qui travaille bien, un législateur qui fait bien, il faut assurer une diversité de profils, et dans cette diversité de profils, il faut des gens qui exercent des mandats exécutifs locaux. Merci beaucoup, monsieur le député Henri Alfondaré, qui est avec nous, député Horizon d'Indre-et-Loire. Et puis René Chiche, quand vous avez un problème dans votre commune, vous appelez pas votre député, vous appelez votre maire? Non, moi j'appelle personne, moi. Voilà. J'ai jamais de problème, moi j'appelle personne. Ouais, je vais vous en causer des problèmes. Allez, dans un instant, avec le qui c'est qui l'a dit, Béranger. Il faut cumuler les bonnes réponses. Oui. C'est ça, c'est pas facile. Béranger, vous êtes avec nous, vous ne bougez pas, on revient dans un instant, vous allez affronter trois, j'allais dire drôles de monsieur, mais c'est ça. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, ce moment fatidique que tout le monde attend, même Joe Biden est devant sa télé et il se dit mais à quel moment on va voir Philippe Bilger gagner? Bien entendu. Il a dit I am a great fan of Philippe Bilger. Absolument. René Chiche est avec nous, Eric Revel. Mais qui c'est qui va gagner? On ne sait pas en tout cas. Ça pourrait être Béranger. Hein. Béranger, mon cher Béranger. On ne voudrait pas le Béranger. Non, on ne voudrait pas le Mon Dieu. Béranger, c'est à vous de lancer le jungle.
Allez-y. Eh bien, je déclare le qui c'est qui l'a dit ouvert. Vraie Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Non, mais là, là, c'est au-dessus des JO. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est ce que je pensais. Ah non, mais c'est qui c'est qui l'a dit, mon cher Béranger, 3 points. En 2027, Jean-Luc Mélenchon serait rudement battu par Marine Le Pen. C'est quelqu'un qui n'est pas dans ce... Attendez, mais laissez-le mettre. Non, ça y est, il a répondu. Qu'est-ce que vous avez dit? Stéphanie Monaco, 3 points. Non, Corbière. Je l'ai dit. Mais il a dit avant. Mais je l'ai dit avant. Non, il a dit avant. Mais il n'avait pas répondu. Il a dit c'est quelqu'un. Non, je le savais en plus. Non, On savait qu'il était c'était un peu long. Bon alors, 3 points. Je peux parler ou pas? Béranger, vous avez dit quoi? Contesté. Non, j'étais complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est tout. bravo. Philippe Mais pourquoi Bilger. vous avez dit Stéphanie Monaco? Qui J'ai c'est pas compris. Mais elle frappe mes notes. Qui c'est qui l'a dit à 3 points. Oui. Si la France se tient toujours du côté du droit international, c'est parce que la seule alternative au droit international, c'est la loi du plus fort. Béranger. Dominique de Villepin? Non. Ça pourrait pas être Barrault, là? Si, bonne réponse. Oh non. Jean-Noël Barrot. Le truand, là. J'allais le dire en plus. Eric, réflexion. Béranger, arrêtez de dire Stéphanie de Monaco. Il a rencontré tellement de ténors du barreau que c'est normal. Allez, qui c'est qui l'a dit? 1 point, Béranger, écoutez bien. Sur 10 ans, c'est 100 000 emplois qui ont été perdus dans l'automobile. Les constructeurs ont mis trop de temps à s'engager dans la transformation écologique. C'est pas une personnalité politique, mais syndicale. Béranger. Je sais. Marie-Lise Léon, peut-être? Bonne réponse de Béranger. Oh là là, bravo Béranger, j'adore. Il répond. Qui c'est que je connais pas? Qui c'est qui l'a dit patronne de la CFDT. Oui. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Alors là, c'est très facile. Si mon ministère n'avait pas les moyens de son action dans le budget 2025, j'en tirerais les conclusions. Béranger. Ah bah il peut hésiter entre deux. Eh bien, le ministre du budget. Panier d'enseigner. Non, il a été plus rapide. Mais il a dit ministre du budget. Là, c'est Panier. Là, c'est René Chiche qui a 2 points. Panier, Runacher, effectivement. Question qui c'est qui l'a dit, On le savait Béranger? tous. Bah oui, mais alors on s'en fout. Non, franchement. C'est celui qui répond en premier. Oui, mais. Question qui c'est qui arrêtez de râler, Philippe Bilger, s'il vous plaît. 3 points. On dirait un enfant. C'est injuste. Arrêtez de faire votre Calimero. Allez, les projections disent que des emplois vont être détruits, mais à peu près autant devraient être créés. Il faut donc accompagner cette transition avec de la formation et favoriser la conversion des sites industriels. Béranger. Je pense savoir. Un syndicaliste? Non. Allez-y. Ça serait pas Marc Ferracci? Bonne réponse de René Chiche. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Qui était dans les vraies voix hier soir au salon de l'auto. Absolument. Alors là, bien sûr, on l'a eu. Béranger, facile. Chopé dans un couloir. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? La mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, représente une occasion qu'il faut saisir pour que tous les otages puissent être libérés et que la guerre soit enfin arrêtée. Qui a dit ça? Béranger. C'est un Français. Tapez haut, Béranger. C'est Oui, Macron. bah, Non, Emmanuel Macron, oui. Emmanuel Emmanuel Macron, le point pour Béranger. Ah bah non, mais c'est moi. Non. Moi j'allais dire Emmanuel Macron si Béranger répondait pas. Non, Philippe. Je vous demande de vous arrêter. Coupez-leur leur micro, mon cher. Voilà, je vous coupe les micros parce que vous êtes insupportable. Mais oui, en râler, de toute façon, on vous entend plus. Béranger, donnez-moi les scores. Eh bien, Philippe. écoutez, les scores. Philippe Bilger 6. Oui, bravo. René Chiche 5 et Béranger 2. Bravo Philippe Bilger. Et je pense qu'Éric Revel pense être victime d'une arnaque. Voilà, je ne râle plus. Voilà. Béranger, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. C'est fini là? On vous embrasse. Oui. Regardez la pendule. Attendez, excusez-moi. Éric Revel, le jeu est terminé. Vous avez perdu, c'est tout. Râlez pas non plus. Pour un homme parfaitement informé comme vous, ça Béranger, merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Vous avez été un très bon candidat. On vous embrasse. Passez un bon week-end. Dans un instant, le journal, la météo, et on revient avec une nouvelle puisque nous avons les noms des auditeurs qui ont remporté une belle rencontre avec Antoine Dupont, avec une personne de votre choix à Toulouse. Dans un instant, on vous donne les noms. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Merci d'être avec nous tous les jours de 17h à 19h. On est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger aujourd'hui. Monsieur Chiche, je vais l'appeler Monsieur Chiche. Ou mon ami René. Merci. Exactement. Eric Revel est avec nous. Ça va, mon Eric? Ça va. Mon Eric. En fait, ma chère Cécile, il est triste. Il est triste, en fait. Il est triste de quoi? Il a fait zéro. Il a fait zéro, quoi. Ah, il a fait zéro. J'ai déjà fait pire, je rappelle. Pour l'homme, il a fait un score négatif. Oui, j'ai fait il a fait zéro. Ah oui, c'est vrai. Qui c'est qui l'a dit? Pour l'homme qui fait des tweets avec 700 000. Ouais, c'est fou. C'est quand même dommage. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire qu'on a de jolies nouvelles à vous annoncer. Vous avez été très nombreux, on vous l'a dit tout à l'heure, à participer à notre jeu pour tenter de gagner une rencontre inoubliable avec Antoine Dupont. Alors Antoine Dupont, j'ai envie de dire, c'est quand même le meilleur joueur du monde 2021 et ça reste dans le cœur de tous les Français encore aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir remporter cette rencontre avec Antoine Dupont, faire dédicacer un maillot par Antoine Dupont et vous allez même pouvoir être accompagné. Ça se passera à Toulouse et je vais vous donner les noms des gagnants. Alors attention, arrêtez-vous sur le bord de la route parce que je pense que ça va chialer. Bertrand de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, Françoise de Montec, Jean-Jacques de Tarbes, Charlène de Villemur-sur-Tarn et Romain de Villemur-sur-Tarn aussi. Et Yannick de Fronton aussi, absolument. Et qui est en ligne, puisque nous allons l'appeler, j'espère qu'elle va répondre. Françoise est-elle en ligne avec nous? Françoise? Allô? Françoise de Montèche. Oui, je vous entends. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à tout le monde. Ma chère Françoise, déjà vous parlez à Philippe David, ce qui est déjà énorme. Mais oui, j'en suis consciente. Mais vous allez pouvoir rencontrer Antoine Dupont. Vous vous rendez compte? C'est un immense honneur, bien sûr que je me rends compte, comme tous les gens qui aiment le rugby, comme tous les gens qui apprécient et qui suivent le Stade toulousain, ce qui est mon cas. Évidemment que je suis très honorée de rencontrer cet orfèvre du rugby, ce grand champion qu'est Antoine Dupont. J'ai une chance inouïe, j'en suis consciente. Et vous allez emmener qui? Vous allez y aller avec qui, Françoise? Eh bien, écoutez, je crois que je vais y aller avec mon gendre. Qui sera très content de m'accompagner. Il a du bol d'avoir une belle maman comme vous. Ah oui. Elle est sympa. Voilà. Ouh, la main. En tout cas, on est ravis de vous offrir ce joli cadeau, Françoise. Oh, écoutez, je suis vraiment ravie. C'est une excellente nouvelle. Comme quoi, il peut y avoir du soleil les jours de pluie. C'est ça, c'est très beau. Bravo Françoise. Bravo Françoise. Magnifique. Je vous remercie, infiniment Sud Radio. Oui. Je suis une fidèle auditrice, mais bon, je sais bien qu'il n'y a plus que moi, mais j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là et je vous remercie vraiment beaucoup. On est très heureux de vous voir très heureuse et de rendre heureux aussi votre gendre avec qui vous allez pouvoir faire, à part des tartes, lui offrir la possibilité de rencontrer Antoine Dupont. C'est énorme. Les tartes, faut mieux en faire quand même. Excusez-moi, vous imaginez, Françoise, oui, comment il s'appelle votre gendre? Eh bien, il s'appelle François. Voilà, François. Vous imaginez, regardez le coup de fil. Oui, bonjour, François, oui, c'est ta belle-mère, comment ça va? Ça va, et toi, ça va. Voilà, je voulais te dire, tu fais quoi dimanche en 10? Pourquoi? Parce que on va déjeuner avec Antoine Dupont tous les deux. Comment? Qu'est-ce que j'apprends le 23 octobre? Non mais là, voilà, c'est génial. En tout cas, on est très contents. Franchement, Françoise. elle en a de la chance. On vous fait des milliards de bisous, Françoise. Et tous les gagnants. Et surtout, envoyez-nous des photos avec Antoine Dupont qu'on adore, nous aussi. Même nous, on n'a pas le droit de le voir. C'est ouf. Les chroniqueurs n'ont pas le droit de jouer, c'est un comble. On vous fait d'énormes bisous. Merci beaucoup et profitez-en bien. On est très heureux en tout cas d'offrir ce cadeau au Sud Radio. Toute l'équipe de Sud Radio vous souhaite du bonheur et à tous les gagnants avec Antoine Dupont. On vous embrasse, vous bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite avec le coup de gueule de Philippe David. De quoi parle-t-on? Vous savez qu'il y a des gens qui font des recours pour défendre les fraudeurs devant le Conseil d'État. Mais c'est pas vrai. Si, et là je vois rouge. Non. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec un trio en pleine forme, notamment
comme chef-feu d'orchestre. Cécile de Ménibus, rayonnante. Elle est dure parfois. Oui, elle est. Mais vu tout ce qu'elle vous passe, ou qui c'est qui l'a dit. Je suis pas très fan de la féminisation des termes. Je sais pas pourquoi. Autrice, chef-feu. Non. Moi, je dirais simplement la patronne. Oh. La Tourlière. Oh là là, on se croirait en 1914. Mon Dieu, quel âge avez-vous? Oh là là, c'est fou. Ah non, finissez, Philippe, vous avez interrompu. Philippe Bilger. Qui a gagné au qui c'est qui l'a dit, qui ne revient pas. En trichant. Éric Revel qui se remet d'avoir fait 0 points au qui c'est qui l'a dit, mais grande difficulté. René Chiche qui a fait 5 points, ce qui est quand même. Attendez, excusez-moi. On comprend rien. C'est les règles que Eric, avec brio. Vous avez perdu avec élégance. J'ai perdu avec brio, ce qui est quand même une formule pas courante. Avec qui? Non. Mais avec élégance. Pas compris les règles. Excusez-moi, on peut perdre avec beaucoup de brio, oui. Oui, mais le fait que quelqu'un est 0, ça permet de soupçonner ma victoire. Monsieur le procureur, les règles du qui, la machin. J'ai toujours pas compris les règles. On parle à quel moment. On va vous faire un tour de rattrapage. Excusez-moi, ça fait quand même des années que vous faites de l'économie et de la politique. Il y a des règles ou pas? Il n'y a pas de règles non plus. C'est comme ça. Vous êtes lent d'esprit, mon cher. Allez, tout de suite. Il y en a un qui veut râler. Dans les starting blocks. On y va? Ah oui. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et aujourd'hui, ce sera sur le bâtiment de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Pourquoi ? Parce que 15 organisations ont décidé d'attaquer la Caisse nationale d'allocation familiale devant le Conseil d'État afin que celle-ci cesse d'utiliser un algorithme censé détecter plus facilement les fraudeurs aux prestations sociales. Un algorithme utilisé depuis 2011 au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination. Mais en quoi faire la chasse aux fraudeurs relèverait d'une quelconque discrimination? Comment oser invoquer le droit à la protection des données quand des gens trichent pour toucher un argent durement gagné par certains? N'en déplaise à ces organisations, on ne fait pas la chasse aux pauvres, on fait la chasse aux fraudeurs, qui sont, faut-il le rappeler, des voleurs. D'ailleurs, on n'a pas entendu les mêmes organisations hurler au scandale lorsque Bercy a loué des drones pour aller espionner les jardins des Français pour voir ceux qui avaient omis de déclarer une piscine et qui ne sont pas tous des riches. Alors pour que vous sachiez les associations qui ont fait ce recours et afin de ne plus leur donner un centime, je vous donne leur nom: la Quadrature du Net, l'Association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité, Equitas, Amnesty International, l'Association nationale des assistantes du service social, APF France Handicap, le collectif Changer de Cap, la Fondation Abbé Pierre, le Gisti, le Mouton Numérique, la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement national des chômeurs et précaires, le Mouvement français pour un revenu de base, le CNDH Rome Europe et le syndicat des avocats de France. Pour conclure, et je le dis, je le répète, frauder, c'est voler et on n'a pas à défendre des fraudeurs. Bravo. C'est étonnant, il n'y a pas le syndicat de la magistrature. Il n'a peut-être pas été sollicité. Mais mine de rien, vous avez choisi un sujet très révélateur. Aujourd'hui, les droits de la personnalité l'emportent sur des transgressions absolument scandaleuses. Et vous venez de le démontrer avec brio. Avec qui? Je pourrais la faire pendant 1000 ans. Il n'y a rien à dire, on en a marre de payer pour les fraudeurs. On en a marre de payer pour les fraudeurs, et comme vous le dites très justement, Philippe, l'argent ça tombe pas du ciel et ça pousse pas quand on perd une pièce de 50 centimes d'euros dans le sol. Bon. C'est sûr. Alors maintenant, la question que je me pose, parce que vous savez, moi j'essaie toujours de... sur les fraudeurs, il n'y a pas de sujet. Oui. C'est... est-ce que ces associations veulent porter cette affaire devant le Conseil d'État? Parce que peut-être, mais je ne sais pas si vous allez me répondre, la façon dont l'algorithme travaille, pour qu'un algorithme travaille, il faut le nourrir. Oui. Il faut lui demander avec des critères de chercher. Et il donne ceux qui ont le plus de risques d'être defraudés en analysant plein de choses. Est-ce que c'est pas là-dessus, est-ce que c'est pas sur la façon de nourrir l'algorithme que les associations attaquent? C'est-à-dire, vous mettez des critères qui seraient, je n'en sais rien. Discriminatoires. Oui. Discriminatoires. Mais ça change rien à ma conclusion. Hein, vous avez non, mais le but, c'est de trouver les fraudeurs. Donc pour moi, excusez-moi. Parce que j'ai un esprit lent, donc, excusez-moi, pour moi, j'ai parlé en même temps. J'essaie toujours de monter un peu vous voyez, d'élever un peu le débat, monsieur le procureur, monsieur. Alors,
Écoutez, je vais être court, encore une fois, à cause, monsieur Revel. Non mais, excellent coup de gueule de Philippe. Mais en plus, ces associations, j'imagine, reçoivent une multitude de subventions, en plus, ce qui est quand même incroyable. Donc elles sont quand même financées par, finalement, nos deniers. Ah bah c'est clair. Voilà. Et en plus, elles vont maintenant, finalement, chercher quelles sont... Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. absolument hallucinant. Eh bien, en tous les cas, vous m'avez fait découvrir une information. Ouais. Ce qui est rare. Alors que c'est vous le journaliste. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ce qui est rare. C'est quand même dingue. Merci beaucoup. Et ce qui est rare et cher, sauf qu'un cheval borgne, c'est rare, mais ça vaut pas un clou. Oh, pauvre Mimine. Mais si, ça vaut beaucoup, un pauvre cheval borgne. Allez, on y va, les amis. Non, on y va. Ce qui est rare et cher, un cheval borgne, c'est rare, mais ça vaut pas un clou. Vous avez déjà essayé de labourer avec un cheval borgne? Ok, super. Allez, et vous savez quoi? vos théories fumeuses, vous les gardez pour vous pour Noël? Non, mais c'est pas faux. C'est rare. En fait, vous bouffez à tout la râtelier, Philippe David. Non, bah écoutez... Allez, on y va. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. J'en peux plus. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non, qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger, vous pensez que The Apprentice est un grand film politique? Vous avez bien prononcé le titre du film. Non, mais véritablement, c'est un très, très grand film politique. Bien sûr, le The Apprentice, c'est les années d'apprentissage, comme le titre l'indique, du jeune Donald Trump dans son rapport avec un avocat absolument génial et malfaisant, Roy Cohn, qui lui apprend des règles fondamentale pour le succès que parfois j'applique ici même et qui me permettent de gagner au jeu qui calme. Ne jamais dire la vérité, conseillère Roy Cohn à Donald Trump. Au-delà de Donald Trump, c'est un très grand film politique qui montre comment des règles de base pour le succès en politique peuvent être observées, quelle que soit leur immoralité. C'est formidable, je vous le recommande, ma chère Cécile, et je devine que dès demain, vous irez le voir. Bien entendu. Éric Revel, vous avez vu The Apprentice? Non, il l'a pas vu du tout. Il l'a pas vu. Moi, je l'ai vu. Non, mais quand je vois Donald Trump, déjà, c'est un vrai film politique à lui tout seul. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, je l'avais même conseillé ici, en direct de Cannes. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je l'avais conseillé il y a 15 jours, ici aussi. C'est vrai. Non, mais c'est un très bon film. Très bon film. Ah oui. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant. Il est à charge sur Trump? Oui, quand même, quand même. Mais il montre beaucoup aussi l'influence qu'avait sur lui Roy Cohn. Mais lui, on voit les qualités et comment il se dégrade au fil du film, quoi. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que ce film n'ait eu aucun prix à Cannes. Parce que quand on voit, par exemple, c'est plutôt bon signe d'avoir aucun prix. Non, mais l'interprétation des deux acteurs. Il est très bon. En particulier celui qui joue d'ailleurs l'avocat, Roy Cohn, qui est encore meilleur que celui qui joue. Moi, j'aime les deux. Par contre, si je peux me permettre une petite parenthèse, justement par rapport à Trump, je vous conseille un documentaire qui passe dimanche, si je peux me permettre, sur France 5, que j'ai vu un petit peu avant, qui s'appelle Opération Trump, ça rentre un peu dans ce que vous disiez, et qui montre les liens incroyables entre Trump et la Russie, mais qui datent des années 80. En fait, on apprend déjà dans ce documentaire que c'est la mafia russe qui a acheté en masse, avec des caisses d'argent, des sacs d'argent, tous les immeubles de Trump, de la Trump Tower, qui à l'époque était en faillite. Et c'est depuis cette époque que Trump serait quand même sous l'influence des Russes. Ensuite, ça s'est enchaîné avec d'autres relations avec les Russes. Je vous le conseille, Opération Trump sur France 5. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dimanche soir à 21h. Pour ce petit conseil télévisuel. Voilà. C'est très sympa. Éric Revel, l'assurance vie qui va être taxée. Ah mais oui, alors ça c'est moins sexy que la vie de Trump, mais je vais vous dire, là c'est un sacré coup de canif qu'on nous prépare dans l'épargne des Français. Jusqu'à présent, vous savez, l'assurance vie donnée par des parents, des grands-parents, était exonérée de fiscalité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans le détail. Il faut verser avant 70 ans. Il y a un abattement de 152 500 €, peu importe. Mais ce qui me frappe, c'est que cette commission des finances à l'Assemblée nationale, dirigée par le LFI Éric Coquerel, est en train de faire les poches des Français. Alors, on verra si cet amendement sera retenu ou pas, puisque la discussion du budget arrive le 21 octobre à l'Assemblée nationale. Mais si c'est le cas, je peux vous dire, d'abord, je ne vois pas comment les Français vont se laisser tondre une fois de plus. Je rappelle que l'assurance vie, c'est 1920 milliards d'euros en France. Ça serait sans doute pas rétroactif, mais tout de même. En fait, on est en train de donner un petit coup de canif. On ne peut pas faire une loi rétroactive. Si vous faites un recours, c'est une loi scélérate, c'est cassé.
Mais ce que je veux dire, c'est que parce que les gens posaient la question sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Bon, évidemment, ça va concerner, si cet amendement passe, l'assurance vie à partir du 1er janvier 2025. Mais non pas, on voit bien ce qui est en train de se passer. C'est que l'assurance vie qui était le bas de laine favori des parents pour léguer de l'argent à leurs enfants, même parfois des sommes modiques. Bon, en fait, ils sont en train de mettre un coup de canif, et ça veut dire que la porte est ouverte, à mon avis, à une taxation beaucoup plus lourde dans les années qui viennent de l'assurance vie. Je vous dis ça parce que ça fait des décennies que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, je me souviens de discours de Christine Lagarde, ministre des Finances, vous voyez, ça remonte un peu. En fait, ils cherchaient, les uns et les autres, à taxer cet argent. Mais ça pose un double problème, c'est la confiance que les Français vont avoir maintenant, et ils en auront marre de se faire tondre. Et puis n'oubliez pas une chose aussi, c'est que ça finance en partie la dette française, l'assurance vie. Donc si vous avez une sortie massive de capitaux de l'assurance vie, si c'est ça le vent de panique qui est entraîné, bon courage. Moi, je suis assez révolté par cet amendement et la façon dont on tond encore un peu plus les Français. Je vous dis un mot, c'est dans les accords de Bâle 2 ou de Bâle 3, je crois que c'est Bâle 3, que l'État peut aller pomper dans l'assurance vie autant qu'il veut pour rembourser la dette. Absolument. René oui, alors, pour reprendre ce que disait Eric, cet amendement, en plus, il vient d'un député MoDem. Jean-Paul Mattei. Oui, absolument. C'est ça, vous avez raison. C'est ensuite Coquerel qui a bien sûr avalisé cet amendement. Mais d'après les informations qu'on a, il y a peu de chances que cet amendement passe. Parce que l'ensemble des députés macronistes et même LR va s'opposer à cet amendement, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire, par contre. J'ai eu peur quand Eric a dit qu'il ne voulait pas rentrer dans les détails, qu'ils nous prennent pour des débiles. Non, mais c'est compliqué, Non, monsieur le procureur, mais simplement, c'est un peu technique. Non, mais c'est un peu technique et ça va endormir tout le monde. Non, il a raison. Parce que je n'étais pas au salon de l'auto hier que je suis débile. Ça, je crois qu'on va l'entendre que Philippe Bilger. Jusqu'à lundi. Jusqu'à 2025. Je coupe le téléphone ce week-end. Mais il n'y avait pas de chroniqueur au salon de l'auto. Mais ça m'a donné une envie renouvelée d'être là ce soir. Non, parce qu'il faut qu'on vous explique quand même. C'est-à-dire que quand je lui ai annoncé qu'on allait prendre des spécialistes de l'automobile, il m'a regardé, il m'a dit... Mais j'ai fait une revue de presse de toute l'automobile. J'avais tout appris par cœur. Je lui dis, non mais Philippe, il me faut des spécialistes. Mais j'ai appris des trucs depuis 2 jours. Bon bref, j'ai cru qu'il allait pleurer. J'ai entendu des échos, on m'a dit qu'il y avait un grand vide. Ouais. Allez, à tout de suite pour la suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes ensemble jusqu'à encore une demi-heure, jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, le spécialiste automobile, avec René Schiff. Le Alain Prost des vraies voix. Oui, c'est un spécialiste. Ce soit reconnu. C'est un expert, ce que je le dise. Il aurait dû... le garagiste, d'ailleurs. Il a failli être ministre de l'automobile. Et finalement, il a dit non au dernier moment, il s'est rétracté. Voilà. Éric Revel est avec nous et avec un peu plus de, bien sûr, de plaisir de vous avoir aujourd'hui. Mais oui, je vous en prie, allez-y. Allez-y. Non, pas du tout, René Fiche. Je voulais juste arrêter de rire parce que là, c'est un sujet important. Ce que signifie le drapeau palestinien, c'est un sujet important. Absolument. Et d'ailleurs, ça sera une petite leçon à des députés comme Deloglu, Caron, Boyard, etc., ou même aux étudiants de Sciences Po, ou à d'autres qui arborent le drapeau palestinien, sans savoir à quoi correspondent les couleurs de ce drapeau palestinien. Parce que j'ai eu une conversation durant mon petit séjour récent au Proche-Orient avec un professeur arabe en plus, arabe israélien certes, mais arabe, qui m'a donné la signification de ces couleurs. Et j'avoue que les valeurs véhiculées par ce drapeau sont assez incroyables. Alors par exemple, il y a 4 couleurs dans le drapeau palestinien. D'ailleurs, c'est en référence au national-socialisme pan-arabe qui est au pouvoir en Irak et en Syrie. C'est en référence aussi à ces pays. Donc les 4 couleurs, j'ai noté exprès. Attention, bien dans le micro. Pardon, excusez-moi, j'ai fait aussi donc mon petit travail bien précis aujourd'hui. Alors vous avez 4 couleurs. La couleur rouge, en fait, c'est en référence aux auteurs du premier djihad avec l'esclavage qui ont prôné l'esclavage sexuel et le statut des sous-hommes pour les chrétiens et les juifs. Première référence quand même assez spéciale. Deuxième couleur, le blanc. Le blanc qui, lui, est en référence à la hiérarchisation des races, et à la traite des Noirs. Magnifique. La couleur noire, elle, correspond à l'industrialisation du commerce mondial de l'esclavage.
Et la couleur verte, elle, est en référence, elle rappelle le massacre de la communauté juive du Caire en 1067 et de la destruction de l'église du Saint-Sépulcre en 1009. Alors, quand tous ces gens arborent ce drapeau sans savoir ce que ce drapeau signifie comme valeur, c'est incroyable. Et sans vouloir faire une comparaison un petit peu partisane, mais enfin quand même, dans le conflit israélo-palestinien, il y a le drapeau israélien. Alors le drapeau israélien que aucun député n'arbore à l'Assemblée, à ma connaissance, le drapeau palestinien, la couleur blanc, c'est en référence à la paix. La couleur bleue, c'est la référence à l'espoir. Et vous avez aussi, bien sûr, l'étoile de David, qui est la référence, le symbole du peuple juif, de la religion juive. Donc voilà, donc, vous voyez, c'est ça. Tout ça sous-entend en même temps une méconnaissance totale, non seulement de la situation au Proche-Orient. Moi, j'y étais vraiment, les gens, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. J'ai carrément, l'autre jour, j'ai eu une petite parenthèse, j'étais, pour des raisons à la fois personnelles et un peu professionnelles, pendant 30 minutes, j'étais dans les abris à Tel Aviv. Parce qu'on avait des missiles qui nous tombaient dessus tout d'un coup. On était sur la croisette de Tel Aviv, ce qu'on appelle la taillelette, et tout d'un coup, on a une alerte, allons-y dans les abris. Donc, il y a une méconnaissance, mais surtout, une méconnaissance aussi des valeurs que ça véhicule. Vous voyez, tous ces jeunes, tous ces députés qui font du buzz un petit peu outrancier avec ce drapeau, sans que, bien sûr, je ne remette en cause, attention, les droits du peuple palestinien à avoir un État, à vivre dans la démocratie aussi, bien sûr. Mais voilà, mais ce drapeau, quand même, véhicule quand même quelques valeurs qui sont quand même assez nauséabondes. Vous avez pas de valeur, aucune des couleurs du drapeau palestinien ne rachète les autres. Les 4 sont horribles. Absolument. C'est une petite référence historique. J'ignorais ça. Moi, j'ignorais totalement. Voilà. Bon, après, quand vous décortiquez le drapeau bleu-blanc-rouge français, il y a aussi à dire. Le blanc, je crois que c'était la royauté. Pas autant qu'américain, pas autant. Non, mais j'essaie de dire que... Non, mais là, vous avez raison. Moi, j'ignorais tous ces massacres. Exactement. Que la société s'éclate. Je pense que si vous interrogez Rima Hassan... je pense qu'elle ignore complètement. Je pense aussi, c'est ce que me disait ce professeur arabe israélien. Il me disait, à mon avis, elle doit même pas savoir à quoi correspondent ces couleurs. C'est quand même important de savoir. On est quand même une époque de symboles, de références. Le drapeau, il a été brandi par le député de l'Oglu. Ou même par des étudiants. Oui, l'élève du Cobu, mais non, je me gourre tout le temps. Ou par les étudiants. Mais en fait, elle, c'est plutôt le kéfier. Elle, c'est le kéfier. Allez, tout de suite, Félix Mathieu. On est vrai, je peux dire l'élève du Cobu. Allez, l'info plus. Les vraies voix Sud Radio. Avec Félix Mathieu. Et Kamala Harris a choisi la carte de l'humour pour répondre à des supporters de Donald Trump qui se sont incrustés à l'un de ses meetings. Oui, des supporters du candidat républicain venus un peu perturber son meeting. Ils se sont fait évacuer par le service d'ordre démocrate. La vice-présidente affichant un large sourire en regardant la scène. Oh, you guys are at the wrong rally. Eh les gars, vous êtes trompés de meeting. Je pense que vous vouliez aller au plus petit, celui qui est en bas de la rue, dit-elle. Allez. Oui, puisque la taille du meeting, c'est un sujet sensible pour Donald Trump. On l'avait vu lors du débat. La scène se passe dans le Wisconsin, État stratégique, puisque c'est l'un de ces États qui était plutôt démocrate, où finalement Donald Trump avait créé la surprise en 2016. Quelques victoires serrées dans des États comme ça qui lui avaient permis de rafler davantage de grands électeurs qu'Hillary Clinton, même si pourtant celle-ci avait eu beaucoup plus de voix populaires que lui. Donc stratégique, le Wisconsin. Stratégique aussi ce choix de Kamala Harris d'aller en terrain hostile sur la très conservatrice chaîne de télévision Fox News, une chaîne acquise à son adversaire. Let me be very clear. My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. Laissez-moi être très clair, ma présidence ne sera pas une continuité de la présidence de Joe Biden. Comme chaque nouveau président qui arrive au bureau ovale, j'apporterai mon vécu, mes expériences professionnelles, des idées nouvelles. Je représente une nouvelle génération de leadership, dit-elle, Kamala Harris, qui tente finalement d'élargir sa base, y compris aux électeurs très opposés à Joe Biden. Et ce alors que Donald Trump semble lui avoir pris une dynamique ascendante dans les sondages de ces dernières semaines. Elle était loin devant il y a quelques semaines, c'est désormais très très serré dans les pronostics. En tout cas, moi j'aime beaucoup chez la plupart des femmes en politique, elles sont tout de même moins vulgaires que les hommes. Et entre Kamala Harris et Trump, qui gagnera peut-être, c'est clair, il n'y a pas photo. Elle, c'est joliment ironique ce qu'elle a dit. J'avoue que j'ai un faible. Allez, on a très peu de temps, les amis. Je pense quand même aussi, Philippe, que Kamala Harris, elle incarne un peu, si vous voulez, les États-Unis de la côte Est et de la côte Ouest. Je dis pas qu'il faut être lourdeau et provocateur et un peu borderline pour incarner l'Amérique profonde, mais Trump, il a ce côté-là qui plaît plus aux pays profonds. Oui.
que les tailleurs de Kamala Harris qui plaisent plus à la côte est et la côte ouest. René. Pour être court une nouvelle fois. Pardon. Mais je plaisante. Ça va être je crois, une élection passionnante. Oui. Parce que vraiment, on ne sait pas du tout qui peut gagner. On ne sait pas. Et ben voilà, c'est formidable ce que vous avez dit, René. Vous avez bien fait de le dire. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix, et on reviendra sur Israël qui frappe en tuant le chef du Hamas. Netanyahou annonce donc le début de la fin, peut-être, de la guerre. Alors parlons vrai. Est-ce que la mort de Sinwar est un tournant dans le conflit ou est-elle juste anecdotique? Est-ce que la guerre ne se terminera que lorsque le Hamas et le Hezbollah auront été éradiqués? Et à cette question, est-ce que la mort de Sinwar annonce le début de la fin du conflit? Vous dites non à 82%, vous voulez réagir. Aude attend vos appels au 0826 300 300. A tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nos vraies voix du jour, Éric Revel, éditorialiste, René Chiche, Philippe Bilger, patron, Guten Tag, ja. Wie geht es dir? Guten Abend. Ja. Arte. Ich bin Cécile de Ménibus. C'est ça, non? Je m'appelle Ishaïs. Ouais, Il y a général. Voilà. Cécile de Ménibus. Les gens doivent se dire. Mais non, mais les gens doivent se dire, je me suis trompé de radio, là. Ils vont zapper vos conneries, là. C'est la radio allemande. Allez. Ou espagnol, maintenant. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans ce bâtiment éventré de Rafah, l'un des seuls encore debout de ce quartier résidentiel, se cachait le leader du Hamas selon l'armée israélienne. Selon l'État hébreu en tout cas, c'est confirmé, Yahya Sinwar est mort. L'État d'Israël a rendu justice en éliminant Yahya Sinwar, un odieux meurtrier et un terroriste. Son élimination marque un jalon important dans le déclin du pouvoir maléfique du Hamas. Je tiens à le répéter de la manière la plus claire. Le Hamas ne dirigera plus Gaza. C'est le début du jour d'après et l'occasion pour vous, les habitants de Gaza, de vous libérer enfin de sa tyrannie. Israël a donc annoncé la mort du chef du Hamas dans l'une de ses frappes. C'est le début de la fin de la guerre de Gaza, selon le Premier ministre Netanyahou. Et Emmanuel Macron en appelle à saisir l'occasion pour mettre fin aussi à ce conflit. Alors parlons vrai. Est-ce qu'à votre avis, Netanyahou va écouter Macron? Pensez-vous que le conflit va cesser ou perdurer? À cette question, est-ce que la mort de Sinwar annonce le début de la fin du conflit? Vous dites non à 82%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger ou peut-être René Chiche. Tiens, on va démarrer. Du Proche-Orient. Oui, pour une fois, oui. Oui. René Chiche. Alors écoutez, bon, déjà, personnellement, je vais dire que c'est une bonne nouvelle que M. Sinwar ne soit plus parmi nous. Excusez-moi, c'est une petite incartade personnelle. Non, par contre, moi, je ne pense pas que la disparition de Sinwar va mettre fin à ce conflit. D'abord, on a encore vu les dernières déclarations des gens du Hamas qui ont dit nous allons continuer notre combat pour libérer jusqu'au bout la Palestine. Dont son fils. Exactement. Comment? Dont son fils. Quoi, dont son fils? Non, mais son fils a son frère. Oui, son frère, pardon. Oui, son frère. J'ai dit son fils, pardon. Son frère qui serait peut-être l'un des successeurs de Sinwar, mais c'est pas encore sûr, mais ça devrait l'être. Et en plus, ils ont aussi dit, nous ne rendrons, les otages ne reviendront pas. Or, pour Netanyahou, la première préoccupation, la première obsession, je dirais même, c'est que il faut rendre les otages pour faire un cessez-le-feu, et non pas l'inverse. Netanyahou ne va pas accepter un cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas rendus. Donc pour moi, je pense que la guerre n'est pas finie. Vous savez qu'il y a quand même encore 10 000 combattants du Hamas à Gaza. Faut pas croire, ils n'ont pas tous été tués et neutralisés. Il y en a encore quand même 10 000. Donc moi, je pense pas. Et puis il faut pas oublier aussi une dernière chose, je vais être un peu plus court, c'est que derrière tout ça, il y a quand même l'Iran. Donc l'Iran va-t-elle ordonner au Hamas de rendre les armes, etc. Je ne crois pas du tout. Et moi, je ne pense pas qu'on va s'acheminer, contrairement à ce que pense Macron ou Biden, qui a dit qu'il y avait peut-être une sortie et un espoir, qu'on va s'acheminer vers une rapide fin du conflit. Éric Revel, par mon intervention, je vais essayer de relativiser ce qu'a dit René Chiche, et qui pourtant... pratiquement, vous avez dit ce que je voulais. Oui. L'assassinat, le meurtre du chef du Hezbollah. Excusez-moi, on ne dit pas le meurtre ou l'assassinat. On dit l'élimination. Philippine a été assassiné. Vous voyez, Philippine. Mais un terroriste n'a pas été assassiné. Mais où est-on? On est au vrai mois. Celui du Hamas n'ont fait pleurer personne. Ah oui.
je rejoins René lorsqu'il dit que le souhait, le désir du président Macron ne sera pas exaucé. Non. Il est évident que ces êtres-là, ces groupes-là, malgré l'élimination de tel ou tel, continuent à distiller de la malfaisance. Et à propos des otages, même si Netanyahou considère que c'est son objectif prioritaire, je crois que le Hamas a trop peur de voir dans quel état ils sont, s'il en reste beaucoup, ce dont je doute. Donc je ne crois pas du tout, malheureusement, que l'élimination du chef du Hamas va entraîner une accalmie politique. Éric Revel. Bon, je partage ce qu'a dit René, c'est-à-dire que la neutralisation de Sinwar est une bonne chose. Je rappelle quand même que c'est l'un des responsables du pogrom du 7 octobre. Oui, bien sûr. C'est sans doute celui qui a conceptualisé, le pogrom du 7 octobre. Donc, on parle d'un terroriste. Tout à fait. Bon, en plus, il était perçu par beaucoup de Palestiniens comme une terreur. Je veux dire, sanguinaire. Donc ce type, l'élimination de ce type, à mon avis, ça réglera rien. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que finalement, les vidéos qui le montrent assis dans un fauteuil avant d'être pulvérisé par un char israélien ou un drone. En fait, pour les gens du Hamas, il est mort en héros. Il est mort en héros. Il est mort les armes à la main. Il est mort dans un bâtiment. Il n'est pas mort terré dans un tunnel. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on installe des mythes pour les gens qui sont à la recherche de mythes. Et une partie des futurs engagés terroristes du Hamas vont considérer que Sinwar est devenu un mythe. Vous voyez, si j'osais une petite comparaison, vous savez, c'est un peu pour la résistance d'ultra-gauche, Allende qui meurt dans son palais les armes à la main, même si ça a été un peu historiquement bon. Ce que je veux dire, c'est que Sinwar va devenir pour le Hamas, pour les gens qui soutiennent le Hamas, un symbole, un mythe, et presque un héros pour eux. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si l'Iran va continuer à financer le Hamas ou le Hezbollah. C'est la seule question, à mon avis, qui est la plus importante. Et l'autre question, et pour ça que je ne crois pas du tout que la guerre va s'arrêter malheureusement comme ça, parce qu'il y a des populations qui souffrent. Au Liban, à Gaza, c'est terrifiant. Bien sûr, les Palestiniens. Mais en fait, est-ce que les Israéliens n'ont pas intérêt à aller chercher les mollahs en Iran ? C'est l'autre question qu'on peut se poser. Vous dire. Moi, je pense que la prochaine étape, à mon avis, ça sera Israël qui va s'en prendre directement, je pense, à l'Iran. Parce que l'Iran est quand même le maître d'œuvre de tout ça, quoi qu'on dise. Il y a quelques jours, Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, a dit que ils allaient venger les frappes de missiles et que l'Iran ne comprendra rien à ce qui lui arrive. Donc ça va être une attaque, à mon avis, absolument jamais. Et je peux vous dire aussi que ça, il y a un arrière-but, excuse-moi Philippe, il y a un arrière-but derrière tout ça, c'est en fait de déstabiliser vraiment totalement le régime des mollahs, parce que la plupart des Iraniens rejettent massivement le régime des mollahs. Et en fait, quoi qu'on dise, le gouvernement israélien, qu'on n'approuve pas Netanyahou, bien sûr, fait quand même le sale boulot pour beaucoup de pays. Vous savez, par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont bien contents de la mort de Sinwar et sont bien contents qu'Israël s'en prenne, je dirais, au Hamas et au Hezbollah, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Sur la riposte israélienne à l'égard de l'Iran, elle interviendra, mais il y a non pas une contradiction. Vous avez évoqué ce que disait le ministre de la Défense, d'accord, mais Netanyahou, dans l'entretien qu'il a eu avec le spécial Renaud Girard, a laissé entendre qu'il y aurait quelque chose, mais que ce ne serait pas aussi bouleversant et imprévu qu'on l'imaginait. Et puis pour le Liban, c'est très intéressant. Richard Millet, écrivain, a dit qu'il avait l'impression que la plupart des Libanais félicitaient Israël parce qu'Israël faisait en effet le sale boulot là-bas au Liban. Et pour reprendre ce que disait Eric par rapport au Hamas et Sinwar, vous savez qu'en plus, non seulement il y a encore 10 000 combattants quand même là-bas, c'est quand même beaucoup encore, donc le boulot n'a pas été fait totalement, quoi qu'on dise, mais c'est qu'en plus il y a une note qu'a le gouvernement israélien que j'ai lu là-bas, le Hamas maintenant continue de recruter de futurs terroristes, vous voyez, malgré le climat quand même effectivement terrible qui existe à Gaza, mais il y a des gens qui se mettent maintenant de plus en plus volontaires pour intégrer, pour venir en fait remplacer tous les combattants, tous les terroristes du Hamas qui ont disparu. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup René Chiche, merci beaucoup Éric Revel pour cette émission. Super émission, grâce à vous. Super émission, c'est grâce à moi. C'est juste grâce à moi. Vous êtes les meilleurs animateurs de l'émission. De très loin. Vous êtes les meilleurs animateurs de cette émission.
émission. Ouais. Non, mais je répète, vous allez mesurer. Oui. Vous êtes les meilleurs animateurs de cette émission. Ouais. C'est bon ça, hein? C'est très bon, c'est très bien. C'est-à-dire que je te fais un compliment, mais je me fous de ta gueule. Non, ça va. J'ai marché sur les traces du procureur, c'était d'une subtilité. Et nous avons une perle avec nous, Alexandre Priam, bien entendu. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous, bonsoir les vraies voix. J'espère être le meilleur présentateur de la prochaine émission. Évidemment. N'en doute pas. Attendez, il y a Quentin Cavanis aussi. On va voter. Oui, c'est oui. Ça y est, c'est bon. Merci beaucoup. Allez, de quoi parle-t-on ce soir? De Pro D2 bien évidemment, bien avec sûr. ce magnifique championnat, cette 7e journée avec 7 matchs ce soir au programme sur Sud Radio jusqu'à 23h avec toute l'équipe, avec Philippe Spanghero qui va nous rejoindre dans un instant. Et puis on va parler aussi évidemment des tournées de novembre avec les matchs de l'équipe de France qui approchent à grands pas. On aura pas mal de choses à évoquer avec vous au 0826 300 300. Et dans quelques minutes on vous fait gagner des places, pour aller au stade Ernest Vallon assister au match du Stade Toulousain. On sera là en tout cas. Merci beaucoup Alexandre Priam. Et on se retrouve lundi avec Philippe David à partir de 17h et on embrasse notre équipe formidable. Merci beaucoup. On les embrasse. Passez un très très bon week-end. Salut.